bon, vous m'entendez? Bien. D'abord, merci au comité aussi d'Isère de nous accueillir. Comme je vous l'ai dit au premier groupe ce matin, toujours très plaisant de venir. Déjà parce que c'est un exercice qui est plaisant de pouvoir maintenant partager entre guillemets des connaissances, des savoirs et des expériences sur différentes thématiques, et c'est un exercice qui est différent que de le transmettre à nos joueurs. Ça, c'est le premier point. Merci aussi pour le petit partage avec Tao là. Vous verrez qu'il a mis 2-3 points de thérapie de pièces sur la notion de performance et qui va faire le lien un petit peu avec l'approche qu'on va voir. Comme ce matin et comme je l'ai présenté aux autres, ce travail de réflexion, comment nous on le travaille dans la Ligue Aura, on le fait sur un plan horizontal. On a un vrai échange tous ensemble où on va partager ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'on a vu dans nos recherches, etc. Et il y a quelques règles de base pour travailler qui me paraissent importantes qu'on mette en place, même quand on est un grand groupe de 70. C'est que, notamment sur l'utilisation du téléphone. Moi, j'ai aucun souci que vous ayez un appel téléphonique à gérer, que ce soit professionnel ou personnel. Mais je vous invite juste à le faire en dehors de la salle. Voilà, vous gérez le temps. Et par contre, quand vous êtes là, vous êtes vraiment là dans l'écoute active, de par le fait que vous allez pouvoir aller chercher des informations, que vous allez pouvoir aussi en donner à d'autres, puisque l'objectif, ça va être d'avoir des petits temps d'interaction entre nous, et c'est plus facile pour tout le monde. Ok. La deuxième chose, c'est dans ces temps d'interaction, je vous invite à donner vraiment votre avis, où il n'y a pas de mauvaise réponse, ni de très bonnes. C'est vraiment un échange qui vous permet aussi d'identifier des problématiques qui peuvent être communes d'un environnement à l'autre. Ok. Donc voilà un petit peu les règles de base. On aura des interactions où vous allez devoir aussi un petit peu travailler là-dessus. Il paraissait compliqué de vous mettre vraiment en îlot et de travailler sur des thématiques parce qu'on est nombreux. Donc on va essayer de faire ça pendant 1 heure. Ok pour vous? Sur la thématique du jour qu'on va aborder, on va aborder la notion de réflexion et de lecture de jeu dans l'entraînement. Dans l'approche de cette thématique, ça m'a paru important de vous montrer que pour développer de la réflexion, de la prise d'infos, de la prise de décision, on va forcément parler du développement du jeune joueur. Et donc, naturellement, il y a des termes qui vont apparaître autour du talent, du potentiel et de la détection. Donc, tout ça, on va en parler dans ce document. Et ce document, il y a des choses dessus que vous allez avoir qui sont des études, qui sont des recherches approfondies, des mots un peu spécifiques que peut-être si vous êtes loin, vous n'allez pas forcément voir. Par contre, il y a des idées globales que là, vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas, ce document, vous l'aurez et vous pourrez l'approfondir après chez vous à la suite de cette journée. OK ? Tout d'abord, l'approche pédagogique qu'on a essayé de créer pour développer le jeune joueur, c'est comment dans nos entraînements au quotidien, on crée des conditions pour que le joueur, il arrive à progresser de manière continue. On s'est vite aperçu que il y a un champ qu'il fallait qu'on fasse interagir, c'est le champ de l'observation, où il fallait que nos joueurs ils soient constamment mis dans des situations de prise d'information, où ils allaient traiter une info avant l'action, pendant, après, en enchaînement. Et cette phase d'observation, il fallait qu'elle soit en interaction constante avec la phase d'action. C'est-à-dire que toute votre vie, si vous passez du temps à regarder, à écouter, à observer, vous allez progresser, mais vous n'allez pas réellement vivre la situation. C'est comme ce que vient de nous présenter Tao là, c'est que si on n'a malheureusement pas eu encore la chance de faire de la cryo, je vous invite à le faire, parce que c'est vraiment là que vous allez vraiment ressentir, et donc après, vous pouvez approfondir vraiment la notion de la théorie, etc. Donc ce couplage action-observation, il est très important et il doit être au centre de nos entraînements. Et donc l'idée, c'est on doit avoir un rôle en tant qu'entraîneur où on ne va pas chercher qu'à transmettre, on va essayer de créer des contextes, des environnements qui leur permettent justement aux joueurs de expérimenter et de progresser dans l'action.
Et quand vous mettez en place cette interaction entre observation et action, vous allez faire forcément apparaître des décisions. Bonnes, améliorées, mais dans tous les cas, ces décisions, elles vont être différentes d'une action à l'autre. Et c'est ce qui va amener le quatrième point, qui est l'ajustement. Certains, ils parlent d'adaptabilité. Donc, quand on arrive à mettre ces 4 points ensemble, ben vous allez arriver à un joueur où les scientifiques appellent la notion de réflexion active. Vous êtes plongé dans des situations dynamiques et vous avez une réflexion, mais qui est toujours en cours. La réflexion, elle ne se fait pas au vestiaire, elle se fait totalement sur le terrain et les joueurs qui sont capables de s'adapter aux situations, bah, évoluent. Voilà de quoi aujourd'hui on va traiter. Donc, les mots-clés dans l'intervention que vous allez avoir sur le plan théorique comme sur le plan basket. D'abord, la volonté de traiter des informations. On utilise beaucoup dans nos entraînements la notion de scanner. Scanner ce qui se passe avant, pendant et après. Et quand vous scannez, vous essayez d'identifier des indices dans le jeu qui sont pertinents et qui vous permettent d'évoluer. Donc, les indices, ça peut être dans la notion de opposition. Comment mon défenseur défend vers moi, est-ce qu'il est devant, sur un côté, derrière, donc je vais avoir des indices sur son positionnement corporel. Je vais prendre des informations sur le rapport à mes coéquipiers, comment ils se déplacent autour de moi, comment ils bougent, est-ce qu'ils sont face à moi, etc. Et toutes ces infos vont venir travailler pour vous obliger à un moment donné à prendre des décisions. Et bah, cette décision, vous allez devoir, au fur et à mesure que le contexte il évolue, bah, essayer de toujours aller dans le bon sens pour trouver ce qu'on appelle le bon choix tactique. Donc pour ça, bah, quand vous mettez de l'info et de la décision, il y a de l'adaptation en continu. C'est-à-dire que quand on lance une situation d'entraînement, on veut vraiment retrouver des issues qui sont multiples. On ne veut pas que le joueur se projette dans une situation trop fermée parce que bah, en fait, vous allez finalement l'adapter à l'exercice et vous n'allez pas l'adapter au contexte et au jeu. Donc, dans quoi on va le faire appliquer? Je vous ai envoyé un Google Sheet où je voulais savoir un petit peu comment vous travaillez vos situations. Et pour vous montrer un petit peu ce qui ressort, on a vu beaucoup de jeux rapides, beaucoup d'interactions autour des transitions, autour du tir, autour de la volonté de défendre. Et ben vous allez voir que dans ce qu'on va mettre en place aujourd'hui sur le terrain et comment on entraîne, ben on essaye que ce contexte d'application, on essaie de toujours le mêler, pour que bah, on soit au plus proche de l'activité et qu'on arrive à contextualiser. Donc, petit travail un petit peu le premier petit travail que je vais vous demander. Je vais vous demander de repenser un petit peu à votre semaine d'entraînement, à vos semaines que vous avez connues en tant qu'entraîneur. Peut-être que vous entraînez 1 fois, 2 fois, plus, si vous êtes salarié de club et que vous avez toutes les catégories. Et essayez de définir quand vous abordez une séance, quelle est votre priorité dans le contenu de séance? Est-ce que vous abordez le traitement de l'info et le traitement de la décision comme une phase prioritaire? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes plus à aborder d'abord des aspects techniques? Ce matin, il y avait le mot, l'expression le B à bas. Donc, essayez de réfléchir dans vos têtes. Je vous laisse 30 secondes. Dans quelle partie vous serez peut-être? Et puis après, on va essayer de lever la main pour voir un petit peu vos orientations. Je vous laisse réfléchir. Alors, ceux qui développent beaucoup la capacité de prise d'infos et de décision, je vais vous demander de lever la main. Ok. D'accord, plutôt dans cette partie. Les autres, sur l'aspect plutôt technique ou approche tactique, vous levez la main. Ok. Est-ce que je peux vous demander, les deux qui ont levé la main, comment ça se met en place cette approche? On a l'image de ce qu'on veut que le joueur maîtrise à la fin de l'exercice. D'accord. Si je reformule, il y a une forme un peu de mimétisme du geste à la fin dans ta tête que tu projettes et tu essayes d'envoyer tes joueurs vers ça. Plutôt dans ça. D'accord.
Qui sont encore ceux qui ont levé la main sur les gestes techniques? Comment vous voyez les choses? Moi, l'idée, c'est plutôt de dire qu'à partir du moment où ils ont le geste technique, ils vont pouvoir justement se concentrer sur la prise d'information. D'accord. Ok. Vous allez d'être d'essayer de faire quelque chose pour prendre l'information plutôt que de maîtrise. Le geste, ça me permet de comprendre la place. Donc, si je reformule, dans les phases d'apprentissage, une approche plutôt centrée sur le geste qui réussit. Et le B.A.B.A. Très bien. Il y en a d'autres sur le geste technique qui ont d'autres démarches ou c'est à peu près ce que disent vos collègues? Non. Sur la prise de décision, je crois que je t'ai vu lever la main. Est-ce que tu peux nous dire comment tu abordes ce contenu dans l'entraînement? Ouais, c'est plus sur l'anticipation sur certains exercices à un moment donné, c'est où il est mis en jeu un peu et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Déjà anticiper le mouvement de un collègue qui est déjà parti, etc. Donc revenir vers moi. Donc pareil, si je reformule, tu mets en place des contextes de jeu, une sortie de balle sur une touche par exemple, machin, et donc naturellement ils vont devoir adapter finalement leur geste technique à la prise d'info au départ qu'ils ont eu. Hein, ça. Il y avait un troisième point un peu dans ma question. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup ta prise d'info et de décision elle est associée à ton travail technique? Est-ce que tu bosses les deux de manière intégrée? Ouais, de manière. Est-ce que quand vous réfléchissez à vos entraînements, est-ce que vous avez un lien entre l'info, la décision et la technique? Et est-ce que vous les travaillez de manière intégrée? Levez la main, ceux qui se diraient qu'ils vont vers ça. Ouais. Tu peux nous dire comment tu vois les choses? Ok, très bien. C'est parfait. On a, vous l'avez vu, des perceptions dans l'entraînement différentes et je vais vous amener un petit peu des notions un petit peu de ce que nous disent un petit peu la littérature et ce qu'on a vu un petit peu sur des mots-clés et puis comment justement nous, on arrive à entraîner dans nos environnements, notamment au pôle sport. 3 points clés, 3 concepts qui sont importants dans le développement autour de la réflexion, de la lecture de jeu, qui, je pense, c'était important qu'on redéfinisse ensemble. Tout d'abord, la notion de talent. La littérature, elle nous parle de compétences, de ressources qu'on peut observer dès le jeune âge. Nous, aujourd'hui, dans l'équipe de travail qu'on a avec notamment nos collègues du Pôle France, le talent, on le définit comme une capacité remarquable dans un domaine. Voilà, ce matin, j'ai pris 2 joueurs. Je leur ai donné les noms de Steph Curry et de Nadir Rifi. Est-ce que tout de suite, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Le shoot. Une compétence remarquable dans ce domaine, etc. C'est important de évaluer cette capacité parce que c'est des éléments, quand vous identifiez cette capacité, qui peuvent ensuite s'approcher d'un niveau d'expertise très proche de la haute performance par le sport de haut niveau. Par contre, c'est un indicateur qui se manifeste de manière visible. C'est-à-dire que quand je rentre dans une salle, je peux très vite identifier comment ce garçon tire au panier. Par contre, et c'est là où on a toute une difficulté par rapport à notre approche de l'entraînement, c'est que un élément visible ne reflète pas forcément la capacité à ce que ce garçon ou cette jeune fille arrive à l'évoluer dans le futur. Et c'est là quand ça nous fait apparaître le deuxième mot, c'est la notion de potentiel. Potentiel, pareil, on nous parle de ressources qu'un individu il dispose, physique, cognitive, émotionnelle, mais qui n'est pas encore révélé. À votre avis, le traitement de l'information, le traitement de la prise de décision, il se situe où? Est-ce que vous pensez qu'on le trouve plutôt dans les observables visibles autour du talent, ou au contraire, c'est quelque chose qu'on pourrait identifier dans un potentiel d'un joueur? Vas-y. Plutôt dans le potentiel, la capacité à prendre des infos et des décisions. Ok. Pourquoi?
Ok. Donc c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la capacité à prendre des décisions, aujourd'hui, il faut toujours remettre le cadre que le contexte peut être différent. Quand votre enfant, il évolue en club, il évolue après en sélection, ou il évolue dans un club après d'un niveau supérieur, ou un jour nous dans des pôles, ou après en équipe de France, eh ben, évidemment, le contexte change, et donc, vous êtes amené à avoir des infos et des prises de décision qui sont différentes. Donc, il va falloir que nous, on observe, et qu'on observe notamment des éléments qui sont un peu plus invisibles pour pouvoir corréler avec ce qu'on avait vu derrière. Et donc, c'est là que la troisième notion, elle apparaît, c'est la notion de potentialité. C'est-à-dire, comment j'arrive à évaluer le chemin du joueur qui est au point A et qui va aller au point B, combien de temps il va lui falloir pour qu'il arrive, et est-ce qu'il va surtout y arriver à ce point B. Ce temps, en fait, où la potentialité, on le définit tout simplement dans sa capacité, en fait, à transformer les choses. Oui, j'ai un geste technique qui est plutôt bien, mais est-ce que je suis capable de, tout au long de ma carrière, le transformer? Et c'est là que arrivent les notions de l'entraînement autour de la lecture de jeu et de la réflexion. Je vous ai donné un exemple concret que vous pourrez essayer d'appliquer à plein de choses. Un joueur qui possède un tir plutôt structuré, quand vous voyez l'alignement du bras et toutes les lois fondamentales du tir, oui, un joueur peut avoir un excellent tir aujourd'hui, mais est-ce que son potentiel réside dans sa capacité à s'adapter à des situations plus rapides et imprévues? Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur, il est capable de tirer dans des environnements, dans des contraintes différentes? Ok. Donc, c'est ça qu'on doit réussir à évaluer tout au long. Ok. Et ça me paraissait important que, quand on va voir l'approche de nous qu'on a de l'entraînement, on remette un cadre sur quand on détecte un jeune joueur, il faut identifier des choses, des observations visibles et des observations invisibles. Quand on détecte, on va chercher des éléments, comme je viens de vous citer, et on appelle ça des critères. Des critères qu'on définit en 3 points. Des observables, des mesurables et des questionnables. On va observer comment un joueur il arrive à manier le ballon, comment il arrive à décider vite, comment il arrive à gérer ses émotions, comment il arrive à gérer la contextualisation de l'espace. Par exemple, est-ce que je suis capable de me projeter vers l'avant? Est-ce que je suis capable de soutenir mon coéquipier? Je reviens à la notion de la touche. Donc ça, c'est des choses qu'on va observer. Mais, on l'a dit, le contexte de votre jeune joueur qui a 12-13 ans va évoluer, va grandir. Donc, il faut réussir à corréler, à faire interagir d'autres critères. On a des critères, nous, ce qu'on appelle des critères mesurables. Est-ce que ce critère mesurable, il y a des gens d'ici là qui font des mesures pour essayer de définir d'autres critères que vous allez pouvoir mettre dans l'évaluation de vos joueurs? Est-ce que vous faites des choses dans vos clubs par rapport à ça? Non. Non, pas plus que ça. Vas-y. Ok. D'accord, donc tu évalues sur des tests physiques. Ok, très bien. Pourquoi c'est important d'avoir des évaluations autour des tests physiques, à votre avis? Exactement, voir la progression, mais pas que. Il y a aussi un autre point. Si vous voulez aussi que vos jeunes joueurs évoluent, il faut qu'on arrive à avoir des bases, ce qu'on appelle des standards, sur aujourd'hui le haut niveau nous emmène vers quoi? Le sport le basket, si aujourd'hui vous pratiquez que de l'endurance, vous allez vite vous retrouver en fait dans la mauvaise qualité physique. Notre sport aujourd'hui nécessite de l'agilité, d'être capable de changer vite de direction. Donc être capable d'évaluer ça sur 5 mètres, sur 10 mètres, sur des vitesses sans ligne droite, sur des changements de direction, ça va devenir très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vous paraissent importantes? C'est où? Ok. Alors vas-y, définis pourquoi tu veux l'évaluer. Ok. Ok. Le lancer franc, tu fais la même chose pour les tirs extérieurs dans le jeu? Parce que... Ouais, on est d'accord pour dire que c'est des situations totalement différentes. Une situation un peu plus fermée, le lancer franc, même si il y a des contextes qui sont différents d'un lancer franc. Vous avez traversé sous fatigue et vous en tirez un contexte émotionnel. Moi, j'ai vécu là dimanche dernier avec mes U15 élites un lancer franc pour gagner le match et donc le contexte émotionnel était très très important. Donc évidemment, le lancer franc, même si c'est une situation fermée, puisque vous êtes toujours
en train de tirer sans défenseur. Ok. En termes de mesurables, nous, c'est quelque chose qui sont très importants. Les notions autour de la taille. Vous le savez, le basket n'exclut pas les joueurs petits, mais par contre, un sport de petit terrain, vous avez la capacité de bouger vite dans l'espace, d'avoir un rapport taille-envergure important, va favoriser dans les interactions de jeu. Ok. Et on va évaluer une deuxième chose, c'est la maturité. Ok. La maturité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup identifié ça dans le sport de haut niveau, et tout confondu. Les joueurs qui sont à haut niveau aujourd'hui, 70% sont nés en début d'année. Est-ce qu'à votre avis, vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont nés entre janvier et juin. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Ouais. Ouais, complètement. Ce qui sous-entend aussi que les jeunes joueurs, notamment dans leur âge, quand ils sont nés de fin d'année, leur évaluation de leur âge, elle n'est pas bien prise en compte. C'est-à-dire que quand un enfant il est né en 2011 en décembre, aujourd'hui son âge relatif, il est plus proche d'être proche d'un 2012, et pourtant, dans son évaluation, il va être confronté à des joueurs de 2011 qui peuvent être quasiment des fois à avoir 1 an d'écart avec lui. Donc, en associant ça avec une maturité qui des fois n'est pas fait, où on a un joueur qui n'a pas fait encore son pic de croissance, etc., ben vous voyez bien qu'on peut avoir des fois des joueurs qu'on va évaluer qui ont des fois 2, 3, 4 ans d'écart des fois sur un terrain. Et donc, dans l'évaluation de la prise d'infos, de la prise de décision, c'est des paramètres mesurables qui peuvent venir nous aider à mieux relativiser notre évaluation. Il faut bien comprendre, et on va faire le jeu juste après, que quand vous observez, le principal risque qu'on peut avoir, c'est notre subjectivité. Et donc, pour contrer cette subjectivité, il faut amener des éléments de mesure pour venir un petit peu nuancer notre évaluation par rapport à ça. Et vous allez voir, on va faire un jeu juste après. Je vous montre le diapo d'après. Donc, c'est là que vous allez commencer à travailler. Ce qu'on voit versus ce qu'on pressent. Donc, je vous ai mis les éléments visibles, la volonté de ce qu'on voit directement, et à l'inverse, les éléments invisibles, ce qu'on pourrait pressentir, des attitudes, des intentions de jeu, du comportement. Et on va faire un jeu. Vous allez avoir après 3 photos de 3 joueurs. Je vais vous demander, d'abord dans un petit travail individuellement, avec votre plaquette, avec votre stylo, donc vous allez travailler, de définir pour vous, quand vous voyez ce joueur, quels sont les éléments visibles qui vous sautent aux yeux. Quand vous allez repenser à ses actions, quand vous repensez à ce qu'il a fait, quels sont les éléments que vous, tout de suite, vous arrivez à observer. Et à l'inverse, je vais vous demander aussi, toujours individuellement, de définir ce que vous pouvez percevoir d'un joueur, de ce joueur-là que je vais vous montrer, sur les éléments invisibles. Est-ce que c'est compris par rapport à ça? Tout le monde a de quoi écrire? Ouais. Hein? Un petit peu. On va gagner là sur le temps. Ok, vous êtes prêts? Allez. 1 minute sur ce travail-là, et après on le fera en collaboration à 2. Allez. Donc, je vous laisse un temps. 1 minute. Alors pas que parce que vos collègues du premier groupe, ils ont regardé totalement la photo. Bon, vous avez bien compris, c'est Evan Fournier. Donc, parce que vous avez vu Evan Fournier, qu'est-ce que vous arrivez à identifier d'éléments visibles de lui, dans tous les observables qu'on a cités juste avant, et à l'inverse, tous les éléments invisibles que vous arrivez à pressentir dans son attitude, dans ses intentions de jeu, dans son comportement, etc. Je vous laisse 1 minute. Hein? 61. Prenez
C'est bon? Je vous fais passer la photo du deuxième joueur. Donc même petit travail, mais sur ce deuxième joueur. Et lui, son parcours. Donc toujours pareil, éléments visibles et éléments invisibles. Ce que vous arrivez à voir dans les mesurables, dans les évaluables, et ce que vous n'arrivez à plutôt à pressentir dans les éléments invisibles. Gardez ce petit travail pour l'instant individuel et vous verrez que dans un second temps, on va avoir un temps d'échange, de co-construction par deux, puis après par tout le groupe. Allez, je vais passer au troisième pour finir. D'accord, c'est décontextualisé, donc c'est pas s'il attend le coup de sifflet, s'il est déçu, s'il... Bien sûr, tu vas... Parce que là, moi j'écris pas que c'est dénué de contexte, moi je peux pas utiliser C'est pour ça qu'on va parler des éléments visibles, de tout de suite ce qu'on va réussir à identifier, de ce joueur-là, de ce que tu as pu percevoir quand tu l'as vu, et c'est là où la notion du contexte sur les éléments invisibles va apparaître. Ok ? Ok. On va faire évoluer ce petit travail. Donc vous allez vous mettre par deux, donc avec la personne qui est à côté de vous. Voilà, essayez d'aller interagir avec une personne et je vous invite même à aller peut-être vers un collègue que vous connaissez pas. Et dans ce travail par deux, vous allez identifier les points similaires que vous avez vus de ces joueurs, d'éléments visibles où vous dites ou invisibles, dites oui, ça on a perçu la même chose. Et à l'inverse, vous allez identifier les vraies différences que vous percevez quand vous évaluez ces joueurs. Ouais, moi j'ai évalué ça, je suis complètement loin de toi. Ok ? Donc je vous laisse un temps de 1 ou 2 minutes pour essayer d'identifier ça. Tu vois là, l'entraîneur là, il subit tout de suite des biais sur je peux pas, je connais pas et tout. Tu sais, c'est la fameuse phrase dans mon club, nous on peut pas faire ça. Et en fait, tu te sors en fait du sujet en remettant des biais qui même des fois sont plus du tout dans le rapport. Mais c'est très, c'est logique d'avoir ces biais-là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, tu vois ça, je suis content, ils arrivent à échanger entre eux. Ah ouais, je sais pas. Ou est-ce que s'ils se lâchent et ils parlent plus fort? Faut que j'aille vite. Dans 5 minutes, faut que j'approche vite l'entraînement.
vous laisse encore 1 minute, essayer de conclure un petit peu rapide. Et puis après, on va essayer d'échanger ensemble. Ouais, j'espère que mais j'ai vraiment du mal, je trouve, la détection, je trouve, c'est un sujet où les gens, très vite, ils se mettent en protection, comme si, Et tu vois qu'il y a une vraie problématique entre la définition de la détection et de la sélection. La détection, c'est vraiment identifier de la potentialité chez les joueurs, et puis tu évalues pas. Et la sélection, c'est vraiment regrouper un type de nombre de personnes sur un objectif visé. Le TDE, le pôle espoir, les U14, les U15, un jour ça sera les U16, l'équipe de France, CDF, dans un club, un jour tu vas faire partie du groupe national 3 parce que t'es machin. Et en fait, ils ont du mal à bien capter que notre rôle en tant que formateur est de détecter tous les jours, mais d'avoir des moments dans notre vie où on va devoir sélectionner. On a fait un document type qu'on envoie à chaque parent. C'est bien que nous, on va faire à la fois détection et sélection. Et sélection. Et je pense qu'il faudrait faire le plus apparaître. Enfin, tu me diras, faut aussi prévenir les parents que vous allez faire un TDE. Ouais. Allez, je vous laisse conclure votre conversation. C'est tout bon? Bien. Donc, dans les éléments un petit peu qu'on vous a mis sur le tableau, des éléments visibles tels que la qualité du geste, la qualité un petit peu de son positionnement tactique, comment il bouge sur le terrain, des vitesses d'exécution, un joueur qui est capable d'attraper et d'aller vite, tous ces éléments visibles, et puis à l'inverse, tout ce qui est basé sur les éléments de comment il réagit à une approche émotionnelle, etc. J'aimerais que certains fassent les rapporteurs de votre groupe et vous mettez les points similaires ou tout de suite sur, par exemple, le cas d'Evan Fournier, quels sont les éléments tout de suite visibles que vous arrivez à identifier d'Evan Fournier? Regarde vers l'avant. Ok. Donc, qu'est-ce que tu entends à travers son regard? Dynamique. Ok. Je vois qui parle. Ouais, vas-y. Ok. Il a une envie d'une approche de décision. Ok. Quand vous connaissez un petit peu Evan Fournier, que vous l'avez vu jouer en équipe de France, quels sont les éléments visibles tout de suite quand vous observez de son jeu, ses compétences qu'on pourrait tout de suite dire de lui? Hein? Tu le trouves sûr de toi? Est-ce que sûr de lui, pardon. Est-ce que c'est des éléments qu'on peut mettre visibles ou invisibles? Visibles. Ok. Il y en a certains qui parlaient d'invisible sur ça. Ouais, je sais pas comment le dire, mais tu peux le voir, parce que ça peut plus la confiance et bon. Autant un joueur qui peut être objectif, quand il prend ses tirs, il a la confiance en lui, mais ça ne se voit pas. Ok. Et du coup, moi je te rejoins tout à fait, et c'est vraiment un élément invisible, je pense, c'est que c'est des critères, ça, qu'il faut rentrer dans ce qu'on appelle les critères de questionnables. C'est-à-dire de comment on va réussir à évaluer l'autodétermination, comment on va déterminer sa résilience, comment on va être capable, en fait, de le questionner, puisque c'est des éléments qui ne sont pas figés dans le temps. Puisque, encore une fois, quand on apprend encore le contexte du sport, qui est toujours un contexte qui évolue, avec un environnement qui est toujours nouveau, et ben finalement, c'est complexe, en fait, d'évaluer si ces éléments invisibles, s'il est toujours dans une confiance en lui, etc. Et c'est là où ta remarque va dans ce sens-là, sur les éléments invisibles. On a notamment le contexte. Quand un joueur joue, on ne connaît pas forcément tout son contexte autour de lui, et c'est des choses, dans vos critères, quand vous êtes avec vos jeunes joueurs, qu'il faut prendre en compte
dans les critères de notamment questionnables. Comment vous arrivez à définir tout ce qui se passe autour, notamment autour de son langage corporel, pour réussir à en savoir plus. Il y a d'autres choses en termes de points similaires sur Evan Fournier quand vous avez échangé en groupe? Très bien. Qu'est-ce qui te permet de voir ça dans son comportement? Il a commencé à baisser les épaules pour baisser son personnalité et le regard se déconcerve. Très bien. Donc, ça, c'est tout à fait des éléments observables d'une posture. La posture du basketteur, où je vais être un petit peu en triple flexion, où je vais avoir une posture d'engagement autour du 1 contre 1 pour me lever, pour tirer, pour passer. Et tout à fait, ça, c'est des éléments qu'on peut observer dans des éléments visibles quand vous travaillez avec des joueurs. Ça va être important que vous arriviez à le développer, puisque quand vous entraînez la prise de réflexion chez le joueur, il faut identifier quels sont les comportements où on peut voir le joueur en train de travailler, en train de réfléchir, en train de prendre une décision. Et la posture d'Evan Fournier peut nous aider à ça. Est-ce qu'il y a des vrais points de différence qui sont apparus dans vos retours quand vous avez échangé à deux? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, oh là, on est en vrai décalage? Pas vraiment. Sur la difficulté que ce soit suite à une action. La déception ou une réussite. J'ai pas. Allez plus loin, allez-y. Ouais. C'est la frustration et c'est la réussite. Ah d'accord. C'était sur ce joueur. Et donc qui c'est qui pense que là il y a de la déception? Toi t'avais pensé ça? Ok. Donc la perception d'un langage corporel, ouais, peut vous trahir par rapport à ça. Encore une fois, justement, c'est des questionnables par rapport à ça. Pour vous donner une chose sur l'accompagnement des U16 en équipe de France, ils font beaucoup d'accompagnement, d'échanges et d'entretien entre eux, et ils ont mis des tips entre les garçons et les coachs sur un code couleur quand le joueur est prêt à entendre une information et quand le joueur n'est pas prêt, notamment dans les changements. Vous savez, il y a changement, numéro 5, tu rentres. Et le joueur, il apporte tout de suite une information à l'assistant où il lui dit je suis en bleu, je suis prêt à entendre ton information, ou je suis en rouge, mon attention n'est pas du tout prêt à t'écouter parce que je me suis encore mis là-dessus. Et c'est des choses qu'ils ont définies au préalable, en essayant de bien se connaître, parce que vous allez me dire qu'il y a plein de choses encore qu'il faut prendre en compte, mais quand vous arrivez à connaître vos joueurs, vous arrivez du coup à rentrer aussi dans quel moment où je vais devoir lui donner un feedback pour l'amener à améliorer, et quel moment au contraire où je vais devoir le laisser dans son environnement, le laisser s'apaiser pour revenir dans tout ça. Donc, ce petit travail, il est très important parce que, je voulais conclure là-dessus, et qu'on tarde pas sur la suite. Vous voyez cette joueuse, qui est d'ailleurs là aujourd'hui. C'est une jeune potentielle qu'on a détectée, que les comités ont détectée et que elle amène au fur et à mesure vers des étapes de sélection. Et j'ai bien parlé de détection et de sélection, qui sont deux choses différentes. Où l'objectif, c'est qu'on a détecté un profil avec des éléments visibles. Une joueuse qui fait déjà 1m87, une très belle délière déjà, etc. Et puis en même temps des éléments invisibles sur le fait une entraînabilité qui paraît des fois particulière dans son approche, dans son comportement, dans son langage, et en même temps qui l'apport de la structure de l'entraînement, les échanges qu'on peut nourrir avec elle, la fait grandir et évoluer. Donc voilà pourquoi la notion de détection me semblait très importante à remettre dans le contexte. Et je vous parle de tout ça parce que c'est compliqué en fait de entraîner d'une certaine manière, c'est-à-dire on va avoir des approches autour des contraintes, de la prise d'infos, et vous allez voir que les feedbacks qu'on doit y amener doivent être associés, c'est-à-dire qu'on doit avoir un feedback constructif, basé dans l'observation, basé dans le questionnement. Et puis, si vous avez cette manière d'entraîner, vous allez forcément mieux peut-être détecter parce que vous allez identifier d'autres critères. Et donc, vous allez peut-être enlever certains filtres qui étaient que peut-être vous allez observer trop de situations où le joueur est talentueux dans un domaine et j'inhibe tout le reste. Ou à l'inverse, vous allez prendre des critères mesurables, vous allez dire il est grand, c'est lui qu'il faut. Oui, mais j'ai peut-être pas identifié tous les autres critères par rapport à ça. Donc l'approche de tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut ressentir est très important dans le but de détecter et de mieux entraîner. Ok ?
on y vient à l'entraînement. L'entraîneur a souvent été vu comme quelqu'un qui devait transmettre, ce qui est important et ce qui est vrai, mais qui doit être aussi capable de présenter un environnement où il est totalement l'architecte. C'est-à-dire qu'il va mettre en place un environnement propice où les joueurs vont pouvoir se révéler, vont pouvoir essayer, vont pouvoir se tromper et vont pouvoir se tromper dans l'action. Et c'est là où nous, l'entraînement, on le voit de cette manière-là. On essaye toujours que, pour que les joueurs soient stimulés, il faut que leur réflexion soit toujours active et qu'il y ait toujours de la diversité par rapport à ça. Donc pour ça, il faut que nos exercices ne soient jamais les mêmes. Il faut toujours qu'on arrive à renouveler et les amener à réfléchir différemment dans l'action pour que ils évitent d'aller dans des situations, ce qu'on appelle planifiées. L'idée, c'est de construire des situations problèmes où le joueur, il va d'abord observer, il va devoir pratiquer, et dans cette situation, il va réussir à trouver des solutions. Comment on arrive à créer ça? La première approche, c'est de concevoir des exercices sans solution unique, c'est-à-dire qu'on va ne pas fermer le joueur. Prenez l'exemple typique des échauffements d'avant-match. Vous voyez vos joueurs courir ballon à droite, à gauche, etc. et on les enferme un petit peu. Même si vous allez me dire oui, mais on fait tir en course main droite, main gauche, power, machin. Oui, mais je suis en train tout doucement de les enfermer dans quelque chose auquel ils s'adaptent à l'exercice et ne s'adaptent plus à notre activité. Donc je vais devoir mettre une situation où il n'y a pas de solution unique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, je vais devoir définir des contraintes. Alors, ce matin, ce mot contrainte, il a des fois été mal compris. Ce qu'on appelle, nous, une contrainte, c'est on va agir soit sur l'aspect défensif, soit sur l'aspect offensif pour faire naître un comportement. Je vous prends l'exemple typique. Par exemple, si je mets un ballon dans les mains du défenseur, je vais empêcher son activité de bras, son activité de main. Donc, je vais favoriser l'expression de l'attaquant. Au lieu de dire à l'attaquant comment tu dois faire pour franchir, etc., on va contraindre le défenseur avec un ballon dans les mains pour lui permettre de mieux favoriser l'attaquant et son expression. Tout le monde a compris là sur la notion de contrainte par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que quand vous avez installé une contrainte dans une situation, la première chose à faire dans notre posture pédagogique, c'est de laisser explorer. Je vous rappelle les 4 points au départ du premier schéma: observer, action, l'observation-action, là, ce qu'on appelle la perception-action. Vous allez avoir de la décision et vous allez avoir de l'adaptation. Et le joueur, il est en train de texter et d'apprendre à trouver différentes solutions et d'apprendre par l'expérience. La deuxième chose, c'est que nous, quand on met une contrainte, il faut qu'on arrive à aller identifier le comportement qu'on va observer. Par exemple, si ma thématique, elle est autour du close-out, je vais devoir créer des contraintes où la défense va devoir sortir un peu fort, donc je vais trouver des contraintes pour que le défenseur soit, entre guillemets, handicapé par une situation, par une problématique, et l'attaque va favoriser des attaques en contrainte. Ce n'est pas moi qui vais lui donner la solution au joueur, c'est la contrainte que je vais mettre dans mon exercice qui va permettre à l'attaquant de trouver une solution. Et enfin, dans mes feedbacks, je vais encourager les joueurs à expliciter ce qu'ils ont vu, au lieu, moi, dans ma posture, de tout lui expliquer. Je vais essayer de passer d'une posture de sachant à une posture de je suis finalement à ton égal, je vais venir t'accompagner et je te laisse vivre par la situation. Ok, par rapport à ça. Donc, et au fur et à mesure que ça va et que je l'ai questionné, je l'ai verbalisé, je vais adapter les contraintes pour avoir une activité basket qui est au cœur du jeu. Donc, on va travailler avec ça. Je vous ai mis des petits post-it. Ok, par rapport à ça. Je peux prendre ça, Alex? Il tient? Ça a l'air de tenir. Parfait. Et il me faut... Est-ce que vous avez un feutre? Je crois que j'en ai un. Mais j'en ai un, je crois. Non, je n'ai pas. T'as un petit feutre avec toi? J'ai plus. Donc, sur vos post-it, je vais vous demander d'identifier des contraintes
que vous mettez en place dans vos entraînements, et vous allez noter sur vos post-it pour pas vous perdre, et puis je les noterai au tableau, après on fera un point. Les premières contraintes seront autour des contraintes temporelles. Ok. L'idée, c'est, par exemple, quand vous jouez dans des situations, est-ce que vous mettez en place des règles sur le temps qui peuvent influencer des comportements offensifs ou défensifs? Donc, notez, contraintes temporelles, et vous allez réfléchir dans vos entraînements, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos consignes pour que vous jouiez avec les contraintes temporelles? La deuxième contrainte que je vais vous amener à réfléchir, c'est la contrainte d'espace. On est un petit terrain, ok, où on attaque un panier, on en défend un, on a des notions de couloir. Je vais vous demander, pareil, comment vous travaillez dans des situations pour essayer de contraindre des espaces qui vont permettre encore d'avoir des joueurs qui s'adaptent offensivement ou défensivement. La troisième contrainte, c'est sur les règles du jeu. Vous le savez, on n'a pas le droit à des violations sur le terrain, la règle du marché, la règle du reprise, on a le droit de dribbler, mais quand on s'arrête, on peut plus, etc. Donc, comment on travaille avec ces règles? Comment on est capable de manipuler ces règles pour faire encore apparaître des comportements offensifs et défensifs? Donc, contrainte de règles. Donc, pour l'instant, on a 3 contraintes. Contrainte temporelle, contrainte d'espace et des contraintes à suite sur les règles du jeu. Et enfin, une 4e contrainte, et on finira par ça, sur les critères de réussite. Vous le savez, au basket, vous marquez un tir à 3 points, ça vaut 3. Vous marquez un 2 points plus la faute, ça peut faire 2 plus 1, etc. Comment vous, pareil, vous gérez ces critères de réussite pour donner des intentions à vos joueurs? Ok? Donc, même petit travail que tout à l'heure, 1 minute en travail individuel, essayez de définir 1, 2, 3 contraintes de vos entraînements réguliers que vous observez dans vos exercices à vous, qui sont qui impactent vos joueurs et qui permettent de les stimuler. Et l'idée après, c'est de faire un peu une sorte de brainstorming. On va essayer de reprendre tout ce qu'on a vu, toutes les contraintes, et après de travailler ensemble. C'est bon? Je vous laisse 1 minute. Vous mettre en petit cercle de 4-5 personnes. Voilà. Donc, essayez d'aller vers peut-être des gens que vous n'avez pas l'habitude encore. Je vous invite ça. Et l'idée, c'est que sur le post-it, sur un ou 2 post-it du groupe de 5, vous essayez de réunir toutes les contraintes et vous essayez de interagir ensemble pour savoir s'il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et d'échanger un petit peu par rapport à ça. Allez, on y va? 5 minutes là-dessus? Qui c'est qui a les post-it, les derniers? Ouais, c'est bon. Allez, par groupe de 5, ceux qui sont 2 ou 3, n'hésitez pas à monter, descendre. Prenez l'espace que vous souhaitez pour aller échanger avec vos collègues. On essaye je suis désolé de vous presser, mais dans les contraintes de timing, j'aimerais juste vous parler de la suite. Alors, donnez-moi très vite, avec un peu le rapporteur de votre groupe, les contraintes de temps que vous arrivez à identifier très facilement dans vos situations que vous mettez en place. Allez-y. Vas-y. Alors ça, c'est une règle, ok? Tu vois, ça c'est la règle du jeu au basket. Comment vous manipulez après? Est-ce qu'il y en a d'autres? Détourne les règles de temps qu'on a dans le basket. D'accord. Pour favoriser le jeu rapide. Ok. Donc, dans par exemple le jeu de relance, qu'est-ce que vous essayez de donner? Vas-y. Pardon? Pas donner de dribble. Alors, dribble, on va être dans les règles, dans le temps, sur le jeu rapide. Ok, très bien. Moins de 4 pour franchir, moins de 4 secondes pour le milieu, très bien.
Pour vous donner un petit peu un rapport au temps, les tirs à plus haut pourcentage dans le haut niveau sont trouvés entre 24 et 18 secondes, ou sont trouvés entre les 0 et 6 premières secondes. D'où la volonté d'avoir un jeu rapide très fort, ou alors la capacité à transiter et basculer vers l'entonnoir, où vous démarrez avec un tir pourcentage très haut, vous tombez dans la période un peu plus creuse, et après il faut aller rechercher autre chose. Tu allais dire? Un circuit. Par exemple, on donne un temps, on avance à 10 ou 12 secondes. Ok. Ils arrivent à prendre un tir dans sa tête. Ok. Donc ça, c'est tu définis un temps. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport au... Là, on a parlé du jeu rapide. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes sur le temps que vous mettez en place dans vos jeux? Vas-y. Il y a les balles brûlantes. Alors. Un match de 3 secondes. J'aime bien, très bien. 3 secondes, la notion de balle brûlante. Donc, et ça va aller dans ce sens-là. Nous, au pôle, là, on commence à aborder le 3-3. Le 3-3, vous savez que ça se joue en 12 secondes, donc la moitié du temps. Donc ça veut dire que si vous avez un temps d'hésitation très long, où vous la gelez la balle, bah, vous vous trouvez tout de suite derrière dans une annonce de tir où il va falloir tout de suite trouver un tir. Donc la notion de balle qui brûle, bah, on le retrouve beaucoup dans le 3-3. La capacité à aller vite et à toucher notamment la raquette, on appelle les touch paint, pour derrière, après très vite, finir ou trop fixer et avoir la notion de close out. Ok. Il y en a d'autres, des règles un peu spécifiques sur le temps où vous travaillez? Non? On ne fasse pas trop, je veux dire, sur le placé dans 18 secondes, ils sont Ok. Le retard défensif. Alors vas-y. Peu importe, le retard, celui qui a marqué va aller toucher la tête. Ah oui, dans ce sens-là. Ok. Donc c'est plutôt des contraintes d'espace, ça, on rentre. C'est-à-dire que tu vas mettre un espace à aller toucher. En vrai, au basket, tu n'as pas à aller toucher un espace. Bah là, tu vas aller le toucher pour avant de revenir. Tu vois la notion de contrainte que tu mets en place? D'accord. Donc, tu lis en fait ces deux-là. Tu mets une contrainte d'espace, aller toucher un plot par exemple. Et donc, ça favorise un surnombre. T'es d'accord? Ok, très bien. Il y en a d'autres. Donc, tu parlais tout à l'heure d'interdire les dribbles, c'est ça? Ouais, plus vite, très bien. Donc, sur les règles, si j'enlève le dribble, et c'est là qu'on parlait de comportement observable, je vais faire naître forcément le jeu de passe. Est-ce que vous en avez d'autres des règles comme ça? Allez-y. Ok. Qu'est-ce que ça va travailler comme comportement? Ouais. Sur les joueurs sans ballon, ça leur demande quoi? Exactement. Donc la notion de nous, ce qu'on appelle la disponibilité. Et ça, si vous voulez faire naître le jeu à 3, le jeu à 4, le jeu à 5, etc., bah, naturellement, demander un nombre de passes peut faire ça. Ok. Il y en a d'autres? Ouais, tous les joueurs doivent toucher la balle. Ouais. Très bien. Donc là, toujours nombre de passes, tous les joueurs, etc. Quelle chose encore vous modifiez sur le terrain? Par exemple, en leur demandant dès qu'on a une perte de balle quelconque, vous voyez marquer une perte de balle, trop bon, c'est venir toucher par exemple la ligne de raquette. D'accord. Donc toujours dans ces phases un peu de création de surnombre où tu vas créer des retards avec ça? Non, du coup, de repli aussi. D'accord. Ok, très bien. On utilise aussi beaucoup, nous, les contraintes des deux paniers. C'est-à-dire, vous le savez, au basket, on relance vers un panier, on en défend un. Bah, évidemment, quand vous ouvrez les deux paniers à une équipe, c'est-à-dire vous pouvez tirer sur l'un comme sur l'autre, vous allez faire naître des comportements défensifs différents, puisque maintenant, vous ne repliez plus sur un panier, vous repliez sur deux. Donc, il faut défendre à moitié les deux. Et donc, en attaque, vos comportements vont tout de suite changer, puisque vos sorties de balles ne vont plus être dans une volonté que de jouer dans la profondeur. Bah, vous allez avoir des courses qui vont aller dans les deux sens. Ok, donc ça, c'est une contrainte qu'on utilise beaucoup. Est-ce que il y a d'autres choses? Dans les, par exemple, les critères de réussite, qu'est-ce que vous avez sur vos post-it? Comment vous essayez de valoriser? Vas-y. Moi, pour revenir un petit peu aux règles, et en lien avec les critères de réussite, je vais mettre à des statuts, à des freezes pour arrêter le match, pour intervenir, pour dire là, vous en pensez quoi? Par rapport à la prise de décision de tout à l'heure.
et après je relance le jeu. Et du coup, est-ce que ça, c'est pas plutôt un feedback? C'est un feedback qui est dans le jeu, Ouais. dans l'action, donc c'est concret. Ouais. Et en termes de critères de réussite, je veux dire, voilà, on a déjà parlé des passes, regarde comment il est, d'après vous, la crâne, tout ça. Après, on peut s'écarter et on relance le jeu. Donc en fait, ton critère de réussite, c'est par rapport au feedback que tu vas donner, s'ils sont capables d'y arriver ou pas. Ok. T'avais levé, je crois. C'était la valorisation du comportement. Par exemple, si on est sur un exercice de pas, on valorise le fait de faire le pas, indépendamment du fait de s'il a marqué ou pas. Donc si tu vois le geste, Il y a le double pas attendu moitié de pas, il a un point. Et si le double pas est marqué, il a un point. ok, très bien. D'autres choses? Attention, pour attaque marquée, si le défenseur n'a pas franchi, ça va dans le jeu pour attaquer. Ah d'accord, donc une possession supplémentaire, super. Et donc ça va pousser les attaquants à aller vite et la défense à vite replier. Vas-y. Alors comment, vas-y. Si on travaille par exemple pour l'intercept, si on travaille le rebond, c'est le point pour un point sur un. Donc la valorisation des stats collectives, au lieu des points, ben on va valoriser d'autres points. Ouais, très bien. Je vais aller vite puisqu'il nous reste 10 minutes, 5 minutes. 5 minutes grand max. 5 minutes, allez. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc, pour conclure un peu sur cette approche, les scientifiques appellent ça la formule dynamique écologique. Un nom un peu complexe, mais ils appellent ça la dynamique parce que vous êtes dans l'action, et écologique parce que dans votre posture, c'est les joueurs qui sont en train d'apprendre dans la situation. L'objectif pour nous, et comment on doit l'appliquer pour nous entraîneurs, c'est de mettre des situations où le joueur, avec toutes les ressources qu'il a, physiques, morphologiques, émotionnelles, etc., on doit le faire interagir avec la tâche, c'est-à-dire notre activité, avec toutes ces contraintes du jeu, etc., que vous allez manipuler dans un sens ou dans l'autre, avec 2 paniers, avec des critères de réussite, etc. Et derrière, vous allez le mettre aussi avec l'environnement, c'est-à-dire l'adversaire, comment vous allez stimuler les contraintes défensives pour que l'attaque arrive à amener des comportements nouveaux. Et cette interaction du joueur, de la tâche et de l'environnement permet d'avoir des adaptations. Et c'est dans l'adaptation que vous allez avoir un niveau de progression qui monte. Ok ? C'était important de vous présenter ça dans le process d'entraînement, puisque nous, quand on est amené à détecter des jeunes joueurs U13 qui sont des fois débutants, notre approche de l'entraînement que je vais vous présenter juste dans un instant, elle démarre par ça. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une démarche juste sur des gestes techniques, des gestes tactiques, on va d'abord les mettre dans des situations de prise d'infos et de décision qui vont se rapprocher très vite de notre contexte et de notre activité, et on va les laisser observer, expérimenter les situations. Et à force, on va y remettre de l'approche un petit peu plus techniciste. C'était ce qu'on allait avoir dans la deuxième diapo. C'est l'idée que, au fur et à mesure, je vais articuler une approche structurée, c'est-à-dire que je vais lui donner des articulations autour du geste technique, etc., ce qu'on disait tout à l'heure au tout début. C'est-à-dire que notre approche, c'est plutôt de mettre de la prise d'infos et de décision au préalable dans la majorité de nos situations, et au fur et à mesure d'individualiser et de spécialiser des joueurs dans certaines techniques, certains gestes, certains mouvements qui vont leur donner un cadre, une structure, et qui vont leur permettre un petit peu après, dans le moment où il va falloir réexploiter les situations, de revoir ces situations. OK pour tout le monde? Dans la situation terrain, je vous laisserai vous mettre où vous voulez. Vous allez voir, les joueurs vont expérimenter les situations. Vous n'hésitez pas, quand je passe près de vous, si vous avez des questions, à verbaliser avant. Je vous invite aussi à reprendre ce qu'on a vu sur les comportements visibles et invisibles. Essayer d'identifier comment un joueur réagit à une situation où il s'adapte et il est en train de découvrir, et il va à la fois avoir de la réussite et à la fois avoir de la difficulté. Je vous invite à regarder notamment ces comportements et voir comment on travaille avec ça. OK ? Allez, à tout de suite.